L'élection municipale qui s'ouvre en 2026, elle est intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a un vrai débat d'idées qui va arriver. Les consommateurs de stupéfiants, ils viennent de toutes les catégories sociales et de tous les secteurs de notre ville. Comment est-ce que moi, je peux obtenir un maximum de choses pour mon territoire, pour pouvoir le développer, pour pouvoir lui apporter quelque chose? C'est-à-dire comment on fait un avant et un après. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Off d'Itinérbus que vous connaissez maintenant, où je reçois un invité qui va nous raconter un petit peu sa vie et surtout nous donner des informations qu'il n'aurait peut-être probablement pas dit ailleurs. Et aujourd'hui, j'accueille Pierre Oliver. Bonjour. Bonjour Pierre Oliver. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, des fois que, si on avait qui ne te connaissait pas, qui es-tu ? Eh bien, je m'appelle donc Pierre Oliver, tu l'as justement dit. Je suis le maire du 2e arrondissement de Lyon depuis 2020. En 2021, j'ai été élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes où je gère la casquette des fonds européens. C'est l'une des compétences que la région Auvergne-Rhône-Alpes a, c'est-à-dire d'être autorité de gestion pour l'attribution des fonds européens au niveau régional. Et accessoirement, je préside le groupe d'opposition au maire de Lyon depuis maintenant 5 ans. Et donc, si je devais résumer mon parcours politique, c'est celui-là. D'accord, très bien. Et tu es aussi père de famille, responsable de famille aussi. J'ai une fille qui a 5 ans. Et évidemment, quand on fait de la politique, c'est toujours difficile de pouvoir consacrer beaucoup de temps à sa famille ou à ses enfants. Et en tout cas, moi, j'essaye de cumuler les deux. Pour le plus grand bonheur, en tout cas. D'accord. Alors, tu as dit, tu es maire de Lyon 2 depuis 2020. Aujourd'hui, on s'approche d'une période électorale forte. En 5 ans, qu'est-ce que tu as fait pour Lyon 2 ? Alors, résumer un mandat en quelques instants, c'est toujours très court, mais très compliqué. Mais disons qu'il faut, et je le redis aussi pour les nombreuses personnes qui regardent cette émission, il faut vraiment avoir en tête qu'un arrondissement, c'est un rôle un petit peu spécial. On a l'habitude des mairies de plein exercice. Et c'est vrai que nous, à Lyon, comme à Paris, à Marseille, on a des arrondissements et encore plus à Lyon, où on a aussi la métropole, comme tu le dis justement. Et donc, il faut savoir que l'arrondissement n'a pas de compétences propres. Tout dépend soit de la ville, soit de la métropole. Et donc, moi, la vision que j'ai eue sur ce mandat, c'est comment faire en sorte, justement, malgré le fait de ne pas avoir de compétences, d'être utile et d'obtenir un maximum de choses pour le territoire. Et ça, on l'oublie souvent, mais en politique, je dirais, les connexions qu'on peut avoir, les relations, c'est essentiel, comme dans tout milieu, comme dans toute carrière, qu'elle soit sportive, qu'elle soit financière, qu'elle soit entrepreneuriale. Le réseau a quelque chose de très important dans la dimension politique aussi. Il faut s'entendre avec tout le monde. S'entendre avec tout le monde, pas forcément, mais disons que quand moi j'étais jeune militant, j'avais l'occasion de croiser quelqu'un qui était jeune militant aussi, qui s'appelait Gérald Darmanin. Et ben quand j'ai eu besoin de refaire mon commissariat, c'était plus facile d'échanger avec lui, bien qu'il soit devenu ministre, qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et avec qui on n'a jamais eu de relation. Oui. Ça, c'est pour illustrer un petit peu ce que je veux dire. Et donc, moi, ma philosophie durant ce mandat, c'était de dire comment est-ce que moi, je peux obtenir un maximum de choses pour mon territoire, pour pouvoir le développer et pour pouvoir lui apporter quelque chose. C'est-à-dire comment on fait un avant et un après. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance aussi d'avoir un prédécesseur avant moi qui avait fait beaucoup de choses pour le 2e arrondissement, qui s'appelle Denis Broliquet, qui a été maire près de 20 ans et qui a toujours été dans cette philosophie de proximité que j'aime beaucoup et dans laquelle moi aussi je me suis inscrit. Alors, si je résume assez simplement, moi, ma logique, je le disais, ça a été d'obtenir un maximum de financement de la part de l'ensemble des potentiels partenaires. Et concrètement, ça s'est matérialisé avec quoi ? Il y a une nouvelle école, il y a un nouveau truc ? Exactement, c'est-à-dire avoir des financements de l'État, avoir des financements de la région, avoir des financements du Grand Lyon ou de la ville de Lyon pour ce qui est de l'arrondissement. Si je prends l'exemple, je venais de le donner, du commissariat, bah là, typiquement, c'est avec l'État. J'ai la chance d'avoir maintenant, rue de la Charité, un commissariat qui est flambant neuf. Je pense que c'est pas le cas de tous les commissariats de France. Ça va nous aider, hein. Et en tout cas, je pense aussi que c'est important pour nos policiers de pouvoir avoir des conditions dignes de travail, parce qu'on le sait qu'ils ont un métier très compliqué. Autre exemple que j'aime beaucoup citer, et ça, c'est grâce à Laurent Wauquiez, qui était notre président de région pendant 8 ans, qui a accepté de débloquer des crédits pour refaire un lycée, qui est le lycée Juliette Récamier. Il y a un nouveau lycée, donc, dans Lyon 2. Alors non, c'est un lycée qui est déjà existant, mais qui était dans très mauvais état, qui a été rénové. La réalité, et qui est en cours de travaux, à l'heure où on se parle.
mais c'est quand même 35 millions d'euros qui sont attribués, et c'est un chantier colossal qui dure sur 4 ans. On entame la 3e année, et c'est vrai que c'est toujours très dur d'obtenir des réhabilitations intégrales. Je veux dire, les élèves du 2e qui vont fréquenter cet établissement, dans quelques années, seront dans un établissement flambant neuf, comme s'il venait juste d'être construit. Et ben, c'est sûr que c'est une forme de fierté. On travaille aussi avec la région sur la rénovation totale du musée des tissus, que vous connaissez aussi, qui est sur la rue de la Charité. Et puis plus largement, pour moi, c'est vraiment important le patrimoine. Et quand je dis l'entretien bâtimentaire en général, parce que on a souvent tendance à voir des actions que je dirais de proximité, c'est-à-dire des événements, de nouvelles, de nouveaux des événements, quels qu'ils soient, que ce soit culturels, sportifs, etc. Qui sont intéressants aussi au demeurant. Exactement. Mais ce que je pense, c'est que pour marquer un mandat, il faut qu'il y ait des réalisations palpables, vous voyez ce que je veux dire, qui restent sur le long terme. Au même titre que des fois, ça peut être aussi des résultats qu'on obtient avec des personnes tierces. C'est-à-dire que, par exemple, tout le mandat, je me suis battu pour que le Sofitel, qui est pareil dans le 2e arrondissement, qui est un bâtiment ancien, qui est finalement l'un des seuls sur le quai Gaëton qui n'est pas rénové, et j'ai tapé à toutes les portes, y compris auprès de Nicolas Sarkozy, qui est administrateur du groupe Accor, pour pouvoir réhabiliter le Sofitel. Et le permis de construire a été déposé il y a maintenant 6 mois, et donc ça devrait commencer incessamment sous peu également. Donc vous voyez, c'est vraiment être en mesure d'aller taper à toutes les portes pour obtenir des choses. Si je peux donner d'autres exemples concrets, et puis je pense que c'est l'avantage de ce contenu. Mais tu as la liberté d'exprimer. Après, il y a d'autres questions quand même qui t'attendent aussi derrière. Désolé, je monopolise un peu la parole, mais voilà, ça va être aussi sur des rénovations d'écoles. Où on a obtenu de belles choses, que ce soit sur l'école Lamartine, place des Jacobins, que ce soit sur des nouveaux aménagements de voirie. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais vraiment, sur tout ce mandat-là, j'ai passé mon temps à essayer de toquer à toutes les portes, rencontrer un maximum de personnes que je pouvais connaître, pour essayer de changer les choses sur le 2e. Et avec les 5 ans qui viennent de s'écouler, on a aussi la mesure de comparer ce qui peut se faire dans un arrondissement et dans un autre. Et en tout cas, moi, ça a été ma philosophie. Exactement. Donc, Pierre-Olivier, beaucoup te définissent comme quelqu'un de très engagé. Donc, on le voit bien. Là, tu viens de dire ce que tu as fait, en résumé, parce qu'on ne peut pas tout dire là, en si peu de temps. Sur le second, ton engagement ne va pas s'arrêter, j'imagine, en 2025, voire 2026. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu vas poursuivre ton engagement dans Lyon 2, dans Lyon généralement, mais principalement un sujet qui me tient à cœur, les femmes. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu feras ou comment est-ce que tu es engagé pour les femmes, bien sûr, alors, pour les droits des femmes, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, comment est-ce que tu te situes? Il y a eu plusieurs questions, donc je te propose de répondre sur la deuxième partie de ta question. Comment est-ce que tu te situes concernant par rapport à les ça? femmes et je sais que c'est toi aussi un combat que tu mènes beaucoup, et on a eu l'occasion d'ailleurs de se rencontrer dans ce cadre-là, donc on peut le dire aussi aux auditeurs, parce que toi-même tu as eu l'occasion d'organiser de nombreux événements où j'ai pu participer, des colloques, des débats. Et récemment d'ailleurs, j'ai fait venir dans le 2e arrondissement la ministre Aurore Berger, qui est aujourd'hui l'acteur national principal qui travaille justement sur ces questions d'égalité, et auquel moi je crois aussi, mais je pense que j'ai de la chance, je suis arrivé dans une génération politique où beaucoup du travail a bien avancé. Oui, quand j'en parle avec mes prédécesseurs, évidemment. Mais quand j'en parle avec mes prédécesseurs, vous aviez des listes politiques qui étaient quasi intégralement composées d'hommes, alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai dans mon équipe, évidemment, mais comme tout le monde en France, une équipe paritaire et avec de grandes responsabilités pour de nombreuses personnalités, femmes, j'entends, et qui d'ailleurs, aujourd'hui, grâce à tout le travail qui a été mené en amont aussi par des femmes courageuses comme toi et comme d'autres, prennent de plus en plus de responsabilités, apportent une nouvelle vision aussi de la société. Et je pense que des hommes de ma génération, maintenant, vivent avec, et ça, le terme n'est pas bon, mais je veux dire... vivent dans cet esprit que maintenant, il y a une égalité absolue, et c'est normal. Maintenant, il faut que ça se traduise plus dans les salaires sur certaines entreprises. Il faut qu'on puisse avoir, évidemment, d'autres avancées pour
Pour faire évoluer nos droits. Exactement. Mais ça, c'est aussi parce que certains politiques le portent, et je pense que le gouvernement fait beaucoup, objectivement, et je peux le dire légitimement parce que je ne suis pas dans cette majorité. Et donc, voilà, moi, je conçois vraiment les choses de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, on ne puisse plus faire de distinction entre un homme et une femme, que ce soit uniquement une question de compétences. Et en tout cas, je pense que c'est notre responsabilité, nous aussi, en tant que politiques, de continuer ce combat, quel que soit notre bord politique. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet qui est important, c'est peut-être de rappeler que l'on soit de gauche ou de droite, aujourd'hui, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un combat qui est mené par quasiment toute la classe politique. Et donc, c'est aussi un beau signe de reconnaissance. Très bien. Sur ce combat. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Alors, un autre sujet, parce que c'est dommage, on pourrait y passer la journée, mais moi, en plus qu'on parle des femmes, moi, ça m'interpelle. Tout le monde connaît cette plateforme de covoiturage, qu'on va pas citer pour pas faire de publicité, ou qui permet de mettre en relation un conducteur et d'autres passagers pour pouvoir faire des trajets. J'en ai fait un récemment, Lyon-Genève, et j'ai emmené avec moi une passagère dont je tairai le nom, mais elle se reconnaîtrait parce que j'ai promis d'en parler, donc je le fais. Et c'est une étudiante colombienne qui vit à Lyon, et en un an, c'est-à-dire en 365 jours, elle s'est fait agresser 3 fois à Lyon. 3 fois, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance, classée sans suite. Dire en termes de sécurité, demain, dans tes engagements futurs, comment est-ce que tu classes la sécurité dans tes priorités Moi, aujourd'hui, c'est l'un des combats que je porte le plus depuis 5 ans. Et d'ailleurs, c'est là où il y a une vraie opposition politique entre la mairie actuelle et ce que mon équipe et moi essayons d'incarner. Aujourd'hui, c'est quand même inconcevable qu'en France, en 2025, on se dise, les femmes aujourd'hui ont peur de sortir le soir, ont peur des vêtements qu'elles peuvent porter, parce que ça peut leur nuire, parce qu'elles peuvent se faire agresser. Et aujourd'hui, quand on compare avec de nombreux pays où il y a quelques années, les questions de sécurité étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, je pense notamment aux pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, la situation est totalement inversée. Vous êtes dans ces pays-là beaucoup plus en sécurité que vous ne l'êtes en France. Et donc, je pense que demain, il y a plusieurs choses à prendre en compte. À Lyon, j'entends, puisque c'est le thème de notre émission. C'est de ça qu'on parle, là, pour pouvoir précisément avoir plus de sécurité et qu'enfin tout le monde puisse se sentir libre et tranquille dans la rue. Bon, le problème de la sécurité, il est large, c'est-à-dire qu'il n'est pas que local, évidemment, il a une dimension nationale, internationale, parce que quand on traite du narcotrafic, on ne parle pas exclusivement de Lyon. Non, les réseaux sont organisés, les réseaux sont malheureusement organisés au niveau international, avec des fois des pays qui refusent de coopérer avec la France, ce qui rend la lutte contre le trafic de stupéfiants terriblement compliquée. Et d'ailleurs, j'ajoute, et c'est un peu notre responsabilité d'élus de le dire, que s'il y a du narcotrafic, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs. Et ça, les consommateurs de stupéfiants, ils viennent de toutes les catégories sociales. C'est un vrai problème de santé publique, ça. De tous les secteurs de notre ville. Et là où vous avez un point de deal, c'est que vous avez des acheteurs au-dessus. Et ça, il faut le dire. Pour autant, nous, en tant que pouvoir public, on doit pouvoir prendre des mesures très fortes. Une des avancées que j'ai eues au cours de ce mandat dans le deuxième, c'est un renforcement des effectifs de la police nationale sur le périmètre du 2e arrondissement. Avec des caméras de vidéosurveillance. Alors les caméras, c'est le maire de Lyon qui les gère, et ça j'aurai l'occasion le maire de Lyon qui les gère, et j'aurai l'occasion de le redire, mais disons qu'en termes d'effectifs, de moyens humains, ce qui est souvent très important, d'abord Gérald Darmanin, puis l'actuel ministre Bruno Retailleau ont mis en place des dispositifs qui nous permettent en presqu'île de retrouver une vraie sérénité. Il n'y a plus de rodéos urbains. Typiquement les rodéos, on est à moins 97 ou moins 98% de rodéos, je vous laisse imaginer par rapport au début du mandat, et parce que le ministère de l'Intérieur a vraiment fait le travail nécessaire pour endiguer ce dispositif-là. On a su travailler avec les riverains, on a su travailler tous en bonne intelligence pour réussir à endiguer ce phénomène qui, à ce stade, s'est ralenti et ça s'arrête jamais vraiment. Mais en tout cas, disons qu'à l'heure où on se parle, on a passé un été plutôt tranquille de ce point de vue-là dans Lyon. Dans le centre-ville de Lyon, dans le 2e. Le deuxième sujet, c'est que peut faire le maire de Lyon. Aujourd'hui, si on s'en tient aux réalisations des écologistes à Lyon, c'est 0 nouvelle caméra, et c'est moins de policiers municipaux en fin de mandat qu'en début de mandat, quand Gérard Collomb était encore maire.
Nous, la priorité, elle est simple. C'est évidemment pouvoir mettre en place tous les moyens qui existent grâce à la technologie, c'est-à-dire des caméras supplémentaires, évidemment. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut réfléchir à quel type de caméra on est en mesure d'avoir. Des caméras algorithmiques qui sont en mesure de nous permettre de faire gagner du temps. Typiquement, je sais que certaines collectivités l'utilisent, je pense à la mairie de Mions, utilisent des logiciels qui nous permettent de gagner du temps sur les enquêtes pour pouvoir retrouver le plus rapidement possible un individu qui commet un délit ou un crime. Ça, aujourd'hui, à la ville de Lyon, on n'est absolument pas équipé pour ça, et d'ailleurs, on n'est pas équipé parce que les écologistes sont contre. Mais... sur le mandat, ils n'ont pas déployé de nouvelles caméras, alors le maire en a annoncé de nouvelles qui devraient arriver, enfin ça va bientôt faire 1 an qu'il les a annoncées, moi j'attends avec impatience qu'elles soient installées. Sur le 2e arrondissement, je vais en avoir une dizaine supplémentaires, alors, dont certaines pour surveiller l'œuvre d'art de la place Bellecour. Je m'en serais bien passé de celle-là. On y reviendra. Mais voilà, ça c'est une véritable avancée. Mais pour vous donner un chiffre, quand on a été consulté suite à cette annonce du maire de Lyon, il nous a demandé de nous faire passer une liste de demandes, une forme de liste de courses, pour savoir quelles caméras on souhaitait installer. Bon bah voilà, moi pour le 2e, j'en ai demandé 98. Et la somme des caméras demandées, tout arrondissement confondu, et vous savez que la plupart des arrondissements sont gérés par les Verts, c'était 130 caméras. Donc ça veut dire qu'en fait le 2e arrondissement, parce que nous avons cette volonté politique de pouvoir avancer, a été le seul à demander. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas obtenu gain de cause partout. On n'a eu que 10% de ce qu'on voulait. Mais c'est déjà un bon début. Oui, c'est déjà un bon début. J'ai fait une demande, il aura un droit de réponse aussi. Bien sûr, tant mieux. Pour ces équipes, pour qu'ils puissent venir aussi s'exprimer. Le 2e sujet, c'est évidemment de pouvoir recruter plus de policiers municipaux, parce que la présence humaine... Il y a une baisse de vocation aussi, il y a peut-être une Alors, il y a une grosse concurrence. Avec la sécurité privée ? Alors, en tout cas, sur la police municipale. Sur la police municipale, il y a une énorme concurrence avec l'ensemble des communes de France, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'élus se font élire sur les questions de sécurité et de tranquillité publique. Et donc, on est dans un secteur très concurrentiel. Et donc, proportionnellement, oui, il y a moins de gens formés que de demandes. Mais dans cette compétition interne, qui existe d'ailleurs sur d'autres fonctions, que ce soit dans le personnel de la petite enfance ou... les infirmières. Voilà. Personnel soignant. Cette concurrence, elle existe, je dirais, à l'échelle des territoires, quel que soit le secteur d'activité. Mais pour cela, il faut aussi mettre en place une politique volontaire pour pouvoir attirer les policiers municipaux. Moi, si vous prenez certains commissariats dans Lyon, depuis que Grégory Doucet est là, il faut savoir que sur 15 effectifs, il y en a que 7 qui sont en place. Voilà, donc ça veut dire des heures entières où la police municipale ne peut pas être présente parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Et quand vous comparez 2 villes comme Lyon et Toulouse, qui aujourd'hui ont le même nombre d'habitants à peu près, c'est-à-dire un peu plus de 500 000 habitants, eh bien, il y a 100 policiers en plus à Toulouse qu'à Lyon. Voilà, ça, c'est une réalité. Et puis maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on soit en mesure de développer d'autres moyens de protection. Parce qu'on parle souvent de policiers, on parle souvent de caméras. Maintenant, il faut aussi savoir travailler plus largement. Il y a un volet prévention qui est inévitable, et sur lequel, d'ailleurs, je veux dire, Gérard Collomb avait mis des choses en place qui perdurent. Et voilà, maintenant... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Moi, typiquement, en réfléchissant avec mes équipes, on s'est dit qu'il fallait pouvoir mettre en place peut-être des bornes d'alerte sur certains secteurs sensibles pour qu'une personne... Qu'est-ce que c'est qu'une borne d'alerte ? Une borne d'alerte d'urgence, c'est-à-dire que ça a été déployé dans certaines gares grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous appuyez sur un bouton et en quelques instants, en moins de 5 minutes, vous avez juste par cet appel discret, vous avez la police municipale qui arrive et qui instantanément peut venir en renfort à des gens... voilà, ça c'est une idée. Pour la prévention, par exemple, des noyades dans le Rhône et la Saône, j'ai proposé d'installer des caméras thermiques. La ville de Toulouse l'a fait. Ça se fait déjà dans d'autres villes ? C'est un dispositif que j'ai vu à Toulouse, où par exemple, la caméra détecte les chutes les chutes de personnes tombant dans la Garonne. Et je pense que c'est un dispositif qu'on pourrait aussi déployer, nous, le long des berges du Rhône ou de la Saône, parce qu'on sait que notamment en période estivale, on a de nombreux jeunes qui viennent fréquenter ces... Parce qu'il fait chaud. Exactement, et donc ça arrive des accidents de personnes qui pourraient tomber dans les fleuves, et donc c'est des outils supplémentaires qu'on pourrait mettre en place, et au même titre que je serais favorable à ce que les voitures de la police municipale puissent être équipées de caméras, enfin, il faut vraiment... Tu débordes d'idées. Exactement, et je pense que sur ces questions-là, on en a besoin. Ouais. Et donc pour conclure, demain, 2026 arrive à grands pas, c'est déjà demain, avec tous ces projets-là, tu vas
certainement revenir pour nous faire... Exactement. Tu reviendras pour nous faire des annonces, mais je te sais, il n'y a qu'à voir les réseaux très engagés pour pouvoir concrétiser toutes ces idées-là. Mais déjà, en quelques mots, tu restes dans Lyon 2. Évidemment, ça, là-dessus, de ce point de vue-là, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de suspense non plus. Ouais. Quoi qu'il arrive, je serai candidat à ma propre succession dans le 2e arrondissement de Lyon. Et pour continuer le travail, parce qu'en réalité... 5 ans, ça suffit pas ? Alors, c'est légitime de se faire réélire tous les 5 ans. Je trouve que le timing est le bon de ce point de vue-là en termes de calendrier électoral. Après, il y a une dimension supplémentaire. C'est que maintenant, vous l'avez noté, pour sortir un projet, c'est beaucoup plus long qu'il y a 20 ou 30 ans. Ouais. Et très concrètement, lorsqu'on veut réhabiliter un bâtiment, lorsqu'on veut en construire un nouveau, un mandat, souvent, ne suffit pas. Toutes les normes administratives. Exactement. C'est-à-dire qu'on est un pays roi pour produire et pour pondre de nouvelles normes, qui d'ailleurs souvent asphyxient nos entreprises et les rendent moins compétitives qu'à l'étranger. Et alors, je vous laisse imaginer ce que c'est devenu dans le langage administratif. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, il y a des choses à continuer, à poursuivre, sur lesquelles, moi, j'espère pouvoir travailler, mais j'espère aussi qu'à l'avenir, la formation politique et le camp que j'incarne puissent avoir d'autres responsabilités à la ville et à la métropole pour pouvoir faire plus. Parce qu'il faut reconnaître que sur ce mandat-là, et c'était moins le cas quand Gérard Collomb était maire de Lyon, il y a une différence d'approche qui est énorme avec l'extrême gauche qui est aujourd'hui au pouvoir à Lyon, qu'elle soit sur les questions de mobilité, qu'elle soit sur les questions de sécurité, on l'évoquait un petit peu à l'instant, qu'elle soit sur la notion de développement économique et d'attractivité du territoire. On était quel classement il y a 5 ans ? On n'était pas premier. En termes d'attractivité. Alors, bon, tous les classements sont un peu différents, donc c'est difficile faut voir de quel classement on peut parler. C'est ça. Mais disons qu'il y a une donnée qui est très claire, c'est que Lyon perd des habitants, là où Lyon en gagnait avant. Donc ça, c'est un chiffre qui est tout à fait frappant. On voit que le commerce et les commerçants se plaignent d'avoir entre moins 30 et moins 50% de chiffre d'affaires. Alors, évidemment, il y a une dimension qui est nationale et internationale avec un contexte économique qui joue et sur lequel, évidemment, il faut être totalement réaliste. Mais il y a une deuxième dimension, c'est que typiquement, pour ce qui concerne le centre-ville, les gens ne veulent plus venir parce que c'est devenu trop contraignant. On avait bon nombre de clients, exactement, des travaux ou des suppressions de voies ou des suppressions de places de stationnement. Vous aviez avant des clients qui venaient de l'Ouest lyonnais avec un gros pouvoir d'achat. Malheureusement, à cause des écologistes, ces gens-là qui venaient avant consommer en presqu'île vont préférer aller au village des Marques. Ce sera le même temps de voiture, puisque aujourd'hui vous pouvez rester bloqué 1 heure en attendant d'avoir une place de stationnement dans les parkings LPA du centre, que d'aller au village des Marques où vous avez non seulement le parking gratuit, mais en plus vous avez de très nombreuses grandes marques prestigieuses que l'on peut avoir aussi en presqu'île. Et donc voilà, c'est à cause de décisions souvent dogmatiques qu'on a pu en arriver là. Sur l'attractivité économique, c'est-à-dire que... De la ville. Mais pour attirer de nouvelles entreprises, de nouvelles industries, je pense que c'est aussi le rôle du politique que d'être en mesure de faire venir ces nouvelles entreprises. Je me souviens d'un certain grand groupe au début du mandat qui disait, voilà, on réfléchit à venir s'installer à Lyon, et Bruno Bernard, le président de la métropole, qui disait, mais allez à Givors. Ils sont allés à Toulouse. Ou allez à Givors. Il leur disait, allez à Givors, il y a le métro, il y a le train, vous serez là en 30 minutes. Ben non. Une entreprise, elle réagit pas comme ça. Elle met pas en compétition Lyon et Givors. Elle met en compétition Lyon, Barcelone, Milan. Et à partir du moment où Lyon ferme la porte à une opportunité, cette entreprise nationale ou internationale va préférer se reporter sur une autre grande ville européenne. Et c'est là où demain, on doit être en mesure de faire revenir du monde. Parce que un territoire, et ça c'est un échange que j'avais eu avec Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, que j'avais trouvé très intéressant. Gérard Collomb m'avait dit, faire venir une entreprise à Lyon, ça peut vous prendre 20 ans. Le temps de rencontrer les dirigeants, les convaincre, leur expliquer votre projet de territoire, leur expliquer les entreprises que vous avez autour qui pourraient les intéresser. Les faire partir peut prendre 5 minutes. Et une seule décision, et l'entreprise peut quitter le territoire. Et il me l'avait dit à l'époque où les écologistes nous expliquaient qu'ils refusaient d'installer la 5G sur Lyon. Heureusement, l'État est intervenu et évidemment, la 5G a été déployée sur le territoire. Mais vous vous rendez compte que des fois, certaines mesures totalement dogmatiques peuvent mettre à mal toute une économie. Et on a des exemples de grandes villes américaines qui ont totalement décliné à la suite de départs d'industrie. Et moi, c'est la crainte que j'ai aujourd'hui pour Lyon, c'est comment l'élection qui va arriver en 2026
va être la croisée des chemins. Est-ce qu'on continue sur cette voie du déclassement et à l'avenir, Lyon deviendra une ville moyenne ? Soit on a la capacité de se ressaisir, d'avoir un engagement supplémentaire pour continuer de faire venir de grands groupes et de grandes entreprises sur notre territoire, ce qui développera le tourisme, ce qui développera le commerce, ce qui développera la construction, le sport. Et en fait, pour moi, tout découle aussi de cette attractivité économique sur laquelle, évidemment, on est totalement en désaccord. Mais écoute, sur ces mots, je te remercie pour toutes ces informations. Pour information, pour ceux qui nous regardent, il faut savoir que j'ai invité le maire de Lyon aussi pour un droit de réponse et puis venir s'exprimer aussi. Qu'il puisse exprimer son point de vue, c'est ce qui est intéressant. Son point de vue. Si je peux me permettre, Farah, l'élection municipale qui s'ouvre en 2026, elle est intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a un vrai débat d'idées qui va arriver. On va avoir une vraie différence de fond. Souvent, les gens se plaignent que le débat politique peut être fade, sans saveur. Parce qu'ils ne regardent pas Itinerabis, c'est pour ça. C'est aussi possible. Mais là, sur Lyon, il faut reconnaître que le débat qui s'ouvre va être particulièrement intéressant parce qu'on a une vraie opposition d'idées. Et je pense que c'est aussi ce qui est passionnant quand on est engagé comme je le suis. Tu reviendras pour nous donner des informations pour Avec la suite plaisir. Et tout, tu reviendras. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir pour toutes ces informations. Donc, on se retrouve, on voit bientôt parce que là, tout le monde fait sa rentrée et donc il y aura probablement des changements d'ici là. Ça se passera ici sur Itinerabis. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des commentaires aussi sur les propos de Pierre Oliver. Et comme je le redis, j'ai invité le maire de Lyon pour qu'il puisse aussi venir s'exprimer parce qu'ici, la porte est ouverte à tout le monde. Donc je vous dis à bientôt pour un numéro du off de chez Itinerabis. Merci. Merci beaucoup.